Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous accueillir dans cet amphithéâtre Badinter et d'être aussi nombreux. Ça nous fait extrêmement plaisir. Donc l'objectif, c'était de vous présenter notre nouveau système d'information géographique Géo33. Alors avant d'inviter le président à vous dire quelques mots, je voulais simplement vous présenter donc, les invités. Donc bien sûr, M. Jean-Luc Glès, qui est président du département et de Gironde Ressources. À ses côtés, Christine Bost, vice-présidente du département et aussi de Gironde Ressources. Daniel Barbe, qui est vice-président de Gironde Ressources et également maire de Blasimont, et qui est également président de l'association des maires ruraux de Gironde. Voilà. Monsieur Renard, vice-président du département et également vice-président de Gironde Ressources, et également Monsieur Lafont, vice-président de Gironde Ressources, et qui est là au titre qui représente les communautés de communes au sein du conseil d'administration de Gironde Ressources. Et Daniel, lui, représente plutôt les communes. Bien ça? Très bien. Monsieur le Président, je vous invite à venir nous rejoindre pour dire quelques mots de présentation. Merci, Monsieur le Directeur. Bienvenue à toutes et à tous ici dans cet amphithéâtre Badinter. Nous tenions à organiser ce moment qui, quelque part, est une étape forte de l'agence d'ingénierie Gironde Ressources. Gironde Ressources, normalement, vous connaissez, théoriquement, même pour beaucoup d'entre vous, vous adhérez à Gironde Ressources. S'il y a quelques-uns qui n'adhèrent pas, je leur conseille rapidement, pour la modique somme de 50 € par an, une affaire. Alors, pourquoi Gironde Ressources au départ? Pour moi, c'était un double constat. D'abord, un constat d'une vie antérieure professionnelle, où j'étais fonctionnaire territorial et DGS notamment, et avec des besoins d'ingénierie qui existaient, de ce qui s'appelait l'ADT, l'Agence de développement territorial, qui s'était un peu apaisée dans son exercice pendant quelques temps. Enfin, en tout cas, elle était toujours présente, mais il me semblait qu'elle n'était peut-être pas assez développée en matière d'ingénierie. Et puis, comme j'étais maire aussi, j'avais également eu ces besoins-là, avec la question d'aider à la décision politique, de nous aider à structurer souvent des projets locaux sur lesquels, même si nous avons des DGS dans nos communes, nous n'avons pas toujours une multiplicité de compétences techniques, d'expertise, de savoir-faire présentes. Et donc, à ce titre, la nécessité d'avoir cet appui technique. Donc, mai 2017, nous avons créé cette agence d'ingénierie, agile, me dit-on, monsieur le directeur, souple et agile. Donc, qui peut surtout, quand je dis agile, en fait, c'est que l'équipe, elle est relativement réduite au niveau de l'agence, mais qu'elle peut faire appel aux 125 métiers qui se trouvent dans le département de la Gironde, dans la collectivité. C'est donc intéressant parce que nous avons là de multiples compétences qui peuvent être mobilisées au fur et à mesure des besoins et qui peuvent vous apporter précisément ce soutien technique. Mais nous avons aussi des organismes rattachés au département. Gironde numérique, la MDPH, le SDIS, Gironde Tourisme, l'IDAC. Et puis, nous avons proposé à un certain nombre de partenaires extérieurs d'être aussi associés à cette offre d'ingénierie. Je ne vais pas tous les lister, mais si, parce qu'il faut, sinon on va me dire que j'en oublie. Donc, l'Association des maires de Gironde, l'Association des maires ruraux de Gironde, le président est là, l'AURBA, le centre de gestion, l'ALEC, l'établissement public foncier, dont vous pouvez aussi disposer aujourd'hui en Gironde, le CAUE, Gironde Habitat, l'ADIL, l'Agence de l'eau à Dourgaronne, le SDEG, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, Pigma, qui est un système de données sur lesquels on va revenir, la SAFER et la Chambre d'agriculture. Et donc, c'est tout cet engagement qui nous permet aujourd'hui de déployer cette offre d'ingénierie. Et je voudrais particulièrement saluer aujourd'hui Gironde Numérique, la SAFER et le GIP ATGRI qui ont contribué à ce que vous allez voir, qui est donc Géo33. Donc cette agence, elle est accessible à tous les acteurs locaux, 50 € par an, je l'évoquais symboliquement, qui peut intervenir sur de multiples problématiques, et vous êtes déjà nombreux au niveau des maires ou des présidents de communautés de communes à solliciter l'agence et à avoir donc une prestation d'ingénierie et technique. Et j'ai plutôt des retours positifs sur à la fois la réactivité et la capacité effectivement à apporter des réponses avec notamment des conseillers territoriaux. Ils sont un certain nombre qui viennent vous apporter ce conseil-là. Et 2017, finalement, nous a permis de confirmer cette nécessité d'avoir cette agence. Et puis après, on s'est posé la question des outils complémentaires. Alors, vous avez un guide de l'ingénierie territoriale qui avait été diffusé dès la première année, qui comprend 102 offres de prestations techniques.
Vous avez la plateforme d'ingénierie territoriale, ce que nous appelons Platine, qui vous permet d'avoir des relations directes avec l'agence et notamment de saisir vos demandes de manière à ce qu'elles soient enregistrées et surtout que vous puissiez suivre l'évolution du traitement et de l'instruction de cette demande. Et puis aujourd'hui, le troisième outil, c'est GO33 que nous allons vous présenter. Système d'information géographique, alors on entend beaucoup parler des SIG. Un certain nombre de collectivités s'en sont parfois dotées. Le problème des SIG, bon, d'abord, c'est qu'il faut qu'ils correspondent à vos demandes et qu'il y ait à peu près la totalité des informations que vous recherchez. Il faut ensuite les actualiser régulièrement. Et ce sont souvent des coûts de prestation qui peuvent parfois être relativement élevés. Donc pour nous, l'idée, c'était de pouvoir vous offrir via Gironde Ressources cet outil-là. Quand je dis vous offrir, c'est pour les 50 € toujours, pour mieux connaître votre territoire, mieux être en capacité d'appréhender vos projets de développement, mais surtout bénéficier d'un appui technique quasiment au quotidien pour les élus, mais aussi pour les techniciens, pour vous permettre de garantir que les approches que vous avez, les interrogations que vous posez, puissent trouver réponse via ce système. C'est donc quelque part, de cette manière, une boîte à outils un peu complète que nous souhaitions vous proposer. Alors aujourd'hui, vous êtes 422 adhérents à Gironde Ressources, ce qui est plutôt pas mal, avec un nombre croissant d'adhésions qui s'accentue au fil du temps. Et les demandes d'intervention que vous pouvez avoir dans vos communes avec les réponses permettent de dire à des maires voisins l'intérêt que vous y avez trouvé, et donc du coup de créer la généralisation de Gironde Ressources. Mais je voudrais insister maintenant sur GO33 2 minutes pour vous dire que ça a été un vrai challenge, parce que la première fois où j'ai parlé au directeur de système d'information géographique multicouche, il me dit, je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire. Alors je lui ai expliqué ce que je pensais devoir être un système d'information géographique multicouche. Et je lui ai dit, ce qui serait bien, c'est que fin 2018, ce soit mis en place. Donc ça, c'était peut-être en février-mars de cette année. Et donc il m'a regardé, il a blanchi, verdi, il m'a dit, ça ne va pas être possible. J'ai dit, si, ça va être possible, parce qu'avec Gironde Ressources, on sait que tout est possible. Il a perdu quelques cheveux à l'occasion, mais il en a gardé encore un peu. Et donc, il m'a dit, mais de toute façon, déjà, on ne saura pas faire tout seul, il va forcément falloir que l'on soit aidé. Et là, nous sommes revenus vers nos services internes, je ne sais plus où aller, Nathalie, vers la direction des services informatiques du département pour demander à ce que ce développement puisse être réalisé, parce que c'est un sacré boulot que d'arriver à l'outil que vous allez voir aujourd'hui. Donc j'ai sollicité aussi mon collègue Mathieu Rouveil, voilà, qui est ici, vice-président en charge du numérique notamment, qui j'ai dit, voilà, il faudrait que tu fasses en sorte que les services soient un peu disponibles pour qu'on puisse travailler sur le sujet. Donc il y avait déjà la capacité à mobiliser, le temps imparti qui leur était donné, qui était court. Et puis après, l'idée, c'était que vous ayez un outil qui soit le plus intuitif possible, qui soit le plus facile d'accès possible, que vous puissiez utiliser de façon opérationnelle, mais aussi évolutif pour qu'on le mette à jour au fur et à mesure, ce qui est aussi une gageur et un challenge pour nous. Donc, je voudrais vraiment les remercier parce que c'est un énorme investissement de la direction des services informatiques, un énorme investissement aussi de Gironde Ressources, et dans les temps donc, requis tels que je les avais fixés. Donc, sincèrement et publiquement, je veux les remercier. Je vais vous demander de les applaudir parce que franchement, ils ont vraiment bossé, même si vous ne l'avez pas vu encore. C'est un sacré boulot. C'est un sacré boulot. Donc on va essayer de vous le démontrer. Vous nous direz après si ça vous convient ou pas. En tout cas, l'idée ce matin, c'était de vous présenter GO33 au travers d'outils concrets et de témoignages concrets. Donc l'idée, c'était de dire, on ne va pas vous faire une démonstration académique en grand sachant du territoire, mais plutôt de partir de ceux qui utilisent ou qui vont utiliser ou qui ont commencé à utiliser sur le terrain pour voir comment ils peuvent vivre cet outil-là et en quoi ils en attendent quelque chose et pour voir si c'est conforme également à ce que vous pouvez attendre. Donc vous aurez des porteurs de projets qui vont témoigner ce matin. Daniel Barbe, donc, qui est maire de Blasimont. Fabienne Crier, maire de Baillat. Pierre Roch, le président de la CDC Latitude Nord-Gironde. Sylvia Mylène Doro, qui est le maire de Guillos. Et Dominique Saint-Martin, maire de Lamarque. Et je voudrais donc les remercier d'avoir accepté de jouer le jeu aujourd'hui des acteurs intervenants, grands témoins de ces applications. Et donc nous aurons l'occasion de voir ce qu'on peut attendre de cet outil et de voir surtout de quelle manière il est possible d'y répondre au mieux.
Donc je leur laisse, ou je laisse en tout cas la parole à Maître Loyal qui va continuer, Monsieur Loyal, qui va continuer sur la présentation. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on peut applaudir le Président. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces explications. Effectivement, vous l'avez souligné dans vos propos, l'importance stratégique du partenariat avec la direction des systèmes d'information et du numérique du département, sans qui ce projet ne pourrait pas avoir le niveau que vous avez souhaité qu'il atteigne aujourd'hui. Donc, je vais appeler Madame Nathalie Laurent, qui est donc notre collègue directrice des systèmes d'information, pour qu'elle puisse illustrer par ses propos un petit peu le partenariat. Donc, chère Nathalie, vous êtes donc directrice de la direction des systèmes d'information et du numérique, et vous avez dès le départ été très motivée, intéressée, partie prenante sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel a été l'impact de votre direction sur la construction de cet outil et comment ça se passe maintenant? Merci. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, effectivement, dès la création de Gironde Ressources, nous avons été sollicités par Laurent Gommet pour l'accompagner dans la mise en œuvre de l'ingénierie territoriale. Donc, Laurent connaissait les besoins des territoires, les attentes, et nous avons tout simplement mis à disposition nos compétences afin de les traduire de manière numérique. Alors, tout d'abord, il y a eu la réalisation donc, du guide d'ingénierie dont vous disposez tous, et on s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir en disposer via un outil numérique, donc de mettre en place un premier catalogue numérique. Donc, il y avait 102 prestations de disponibles sur ce guide. Le catalogue en indique déjà 118. On voit bien que c'est un outil qui évolue. Donc, mais au-delà de ce catalogue, il nous semblait intéressant de pouvoir, comme ça a déjà été précisé par le président, donc de pouvoir effectuer des demandes en ligne, les suivre, disposer d'un accusé d'enregistrement, mais également de pouvoir partager des pièces dans le cadre d'un projet ou de demande afin d'instruire donc cette demande ou ce projet. Donc ces pièces, vous avez la possibilité de les partager dans cette plateforme via un espace de stockage qui est partagé entre Gironde Ressources et votre collectivité. Une fois ce premier outil élaboré, nous nous sommes intéressés par partager d'autres outils transversaux qui étaient déjà en œuvre et en place au sein du département de la Gironde. Donc deux outils majeurs qui concernent un outil de système d'information décisionnelle. Aujourd'hui, nous avons déjà 3 premiers services qui sont en place, dont vous aurez bientôt l'occasion d'ici ce soir, je pense, ou quand vous aurez vos codes, donc la possibilité d'y accéder. Donc ces outils donc, de système d'information décisionnelle vous permettent d'une part, à partir des données libérées de l'INSEE, donc que ce soit sur la démographie, le niveau de diplôme, le nombre d'entreprises créées sur votre territoire, ou également des informations libérées par la DGFiP, revenus par tranche, de disposer de tableaux de bord et de cartographie qui vous permettent d'établir un premier diagnostic territorial. Nous avons également profité de ce même outil qui a des possibilités assez conséquentes. Nous avons réalisé donc, un tableau de bord des données de la SAFER, donc, qui concerne les demandes d'intention d'aliéner, qui vous permet de recevoir via une alerte mail, donc s'il y a une demande d'intention d'aliéner sur votre territoire, afin tout simplement de vous permettre de pouvoir d'exercer votre droit de préemption. Donc ces données sont mises à jour journalièrement. Et enfin, un autre service sur ce système d'information décisionnelle qui est aujourd'hui à disposition de Gironde Ressources, car il nécessite de l'expertise, donc qui concerne les demandes de valeur foncière et qui vous permettrait, si vous sollicitez Gironde Ressources, donc via une sollicitation par la plateforme d'ingénierie territoriale, de pouvoir, sur un périmètre donné, disposer d'évaluations foncières. Donc là, cet outil comprend l'ensemble des ventes immobilières complétées des descriptifs des biens issus du cadastre et des hypothèques sur 5 années glissantes. Et enfin, donc, un dernier outil et non des moindres, le portail de système d'information géographique qui donc, va être ouvert également aujourd'hui, donc qui va vous permettre de disposer donc, notamment de la numérisation du cadastre associé à la photo aérienne et à nombreuses couches thématiques associées, et bien d'autres services auxquels nous avons pensé, auxquels vous penserez, et qui verra sa vie évoluer, puisqu'on n'en est qu'au début de cette histoire. Voilà.
Très bien, merci Nathalie pour ces... Je crois qu'on peut l'applaudir également, merci. Merci pour toutes ces explications. C'est vrai que c'est important. Moi, je voulais saluer vraiment le partenariat et l'action que nous avons ensemble sur la construction de cet outil. Et sans attendre, j'appelle Mathieu Rouvert, juste pendant que Mathieu arrive et que le micro se branche, pour vous montrer un petit peu la simplicité d'accès du système. C'est que vous allez directement sur gironde.fr, vous cliquez sur la partie gauche Gironde Ressources, et là, vous avez directement accès à la boîte à outils. Donc là, vous rentrez dans l'accès à la boîte à outils, voilà. Et bon, bien sûr, il y a des mots de passe. Comme on fait ça en direct, on a gagné l'étape du mot de passe, mais l'idée, voilà, c'est que ce soit accessible. Bon, cher Mathieu, merci d'être avec nous. En tant que vice-président, donc vous avez, comme le disait le président, la responsabilité de l'accès numérique. Les collectivités très nombreuses aujourd'hui sont des partenaires incontournables de l'action départementale et de son agence technique. En quoi le lancement du SIG va-t-il renforcer le lien avec le conseil départemental et aussi le lien avec Gironde Numérique par rapport à cette autre casquette que vous avez Oui, c'est une bonne question, Laurent, mais beaucoup d'entre vous ici savent déjà que les liens en matière numérique et au-delà d'ailleurs sont très étroits entre le département d'un côté, les communes, les groupements de communes de l'autre. Évidemment, je vois des têtes que je connais bien parce qu'on se rencontre notamment dans le cadre du déploiement du projet Gironde Oméga. Juste pour rappel, 669 millions d'euros, 1224 chantiers, 28 800 km de réseau. Eh bien, vous le savez peut-être que le département est le premier département de France en termes d'aménagement numérique du territoire. Et cela, c'est possible grâce à ce partenariat que nous avons tissé maintenant depuis nombreuses années via Gironde Numérique, mais via les services du département avec les collectivités territoriales. C'est un des plus gros succès aujourd'hui en France, c'est ce déploiement du très haut débit sur le territoire girondin, quand en même moment, eh bien, il y a beaucoup de départements qui sont bloqués. C'est grâce à cette intelligence de travail entre ces collectivités territoriales girondines et le département qu'on a réussi à avancer sur ce projet. Alors évidemment, on s'est dit pourquoi s'arrêter là. Lorsque le président du département nous a fixé la commande dont il parlait tout à l'heure, eh bien évidemment que les services se sont mobilisés pour travailler à la fois sur le système d'information décisionnelle et également sur ce système d'information géographique. Il y a des éléments qui vous ont été présentés, il y en a d'autres, et Nathalie le disait, qui vont arriver, sur lesquels on travaille. On pense notamment à la vision de l'occupation des sols, on pense à l'étendue de certaines zones et des outils pour calculer les superficies, par exemple dans l'idée d'une mise en œuvre d'un lotissement. On a également en projet la consultation des zones urbanistiques, une vue précise de la couverture numérique dont je vous parlais tout à l'heure, et puis des données, je m'adresse à mon collègue Alain Renard, des données sur les réseaux humides, je pense notamment à l'alimentation en eau, mais également sur le réseau d'eau usée, également sur les réseaux secs, gaz et électricité. Donc tout ça, c'est en train d'être construit, voire d'être co-construit, évidemment, avec vous et les besoins que vous pouvez exprimer. J'en conclus quand même sur un point, c'est un outil qui a demandé environ 150 jours femmes, hommes. C'est un gros travail, ça a mobilisé beaucoup la DSIN. Je le dis parce qu'on a beaucoup de besoins, beaucoup de commandes. Vous êtes témoin vraiment de la disponibilité des services. Et évidemment, il reste ces services très, très attachés à répondre à la demande. Ça, c'est pas réglo, des présidents. Excusez-moi pour cette petite incise, mais c'est pour vous dire quand même que bon, le travail, vous le voyez, est à la hauteur de ce qui est attendu sur les territoires. Je voulais aussi vous dire qu'au-delà de ce que nous mettons en place sur ces questions très techniques, on travaille aussi ensemble avec vous sur des sujets beaucoup plus larges. Et permettez-moi de conclure en vous invitant et en rappelant les assises des solidarités numériques le 5 et 6 décembre au Rocher de Palmer, où on travaille aussi sur ces sujets-là, mais évidemment sur un autre volet. Merci en tout cas pour votre attention et surtout bravo à nous tous pour ce travail finalement de co-construction. Je trouve que là, on a quelque chose de très concret à vous présenter et je pense, en tout cas je l'espère, ça va vous faciliter la vie au quotidien. Merci Mathieu, merci pour ces explications. En fait, on a prévu de vous présenter ça à deux voix. On a joué, comme le souhaitait le président, la carte de la parité. Donc je vais présenter
avec Noumine, donc ma collègue, qui est en même temps membre de l'équipe de Gironde Ressources et conseillère en développement sur le territoire du Médoc et du Bassin. Donc je te passe la parole, Noumine, pour la présentation du programme. Donc, merci Laurent. On va faire un petit retour donc, sur le programme. Nous allons donc entendre et vous présenter 5 témoignages de collectivités. Donc, nous appellerons tour à tour sur scène les intervenants. Donc, chaque intervention sera illustrée par une animation vidéo qui détaille en fait chaque fonctionnalité du SIG, donc, comme par exemple l'affichage du cadastre, les réseaux, le zonage PLU, les recherches de parcelles. Et donc, je vous invite à pas forcément vous concentrer sur l'image parce que ça va être sans texte, ça va être sans commentaire. Et vous concentrez plutôt sur le retour d'expérience des élus, puisqu'effectivement, c'est un bel outil technique, mais c'est surtout aussi un outil d'aide à la décision. Voilà. Donc, on appelle le premier témoignage, Laurent. Merci. Alors, je vais demander à Daniel Barbe s'il veut venir à côté de moi, si ça ne le dérange pas. Voilà, donc, comme le disait Noumine, vous allez avoir une animation vidéo. L'objectif, c'est effectivement que l'animation vidéo accompagne le témoignage des élus. Donc sur le film qui va être présenté sur la commune de Daniel, on va commencer par un zoom sur le domaine départemental, puisqu'il a la chance d'avoir un domaine départemental sur son territoire. On affichera les zones, les espaces naturels sensibles, vous verrez des photos d'espace par Google Street View, l'affichage des réseaux électriques, la localisation des postes sources, des calculs de basse à haute tension, enfin bref, des choses très très techniques. Mais en attendant, je pense que c'est important que Daniel, tu nous présentes un petit peu ta commune pendant que le film démarre. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc Blasimont est dans l'Entre-deux-Mers, sur le canton du Réolais et des Bastides. La communauté de communes, c'est la communauté de communes rurale de l'Entre-deux-Mers. Blasimont, c'est pas tout à fait 3000 hectares de 1976 et 950 habitants. Donc on ne se marche pas sur les pieds. Voilà, c'est facile. La densité n'est pas énorme. On a une abbaye qui est assez connue. On a, comme tu l'as dit, Laurent, ce beau domaine départemental qui est un très très bel outil et donc qui profite beaucoup au plan social sur l'Entre-deux-Mers. Et donc je remercie tous ceux qui ont travaillé dessus et ceux qui travaillent encore dessus, Président, parce que c'est très très important ce domaine, notamment dans ce secteur-là. Voilà, vous voyez, Blasimont touche plusieurs communes. On est assez étendu, c'est un petit peu une anomalie dans l'Entre-deux-Mers parce que généralement on est plutôt des petites communes. Voilà. Merci Daniel. Donc vous voyez en même temps le film vous présente différents fonds de cartes. Voilà, l'idée c'est que vous ayez une idée assez précise de ce que vous proposez, ce que peut vous proposer comme fonctionnalité le système d'information géographique. Voilà. Quand on s'est rencontrés, cher Daniel, on avait évoqué 3 projets autour de l'habitat. Donc je reprends ce que nous avions convenu. Il y avait premièrement un projet d'habitat partagé, deuxièmement un projet d'habitat social et troisièmement un projet de lotissement dont vous aurez pareil les fonctionnalités qui vous seront présentées. Quand on s'était rencontrés, donc, vous nous aviez fait part d'un besoin important de location sur votre commune pour vous administrer. En quoi ces projets vont-ils justement permettre à vos administrés d'avoir des réponses à leurs questionnements? Alors, des gens peuvent se tutoyer, on se tutoie d'habitude. C'est vrai. Ouais, c'est vrai parce que les gens ne comprennent plus. Là, regarde, il y a du monde, Daniel, c'est pour ça que je restais un peu... Non, je sais, mais tu es timide. Voilà. Mais enfin, bon. Alors... Très bien, bon, c'est noté. Bon, alors Daniel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les projets d'habitat? Je vais y arriver. Donc, sur l'habitat partagé, l'habitat partagé, c'est un projet qui est arrivé en fin d'année 2016, début 2017, avec une société qui se trouve en Bourgogne et qui nous a proposé de venir, parce qu'il travaille là-bas, et de venir en Nouvelle-Aquitaine et donc de venir sur un milieu rural. L'habitat partagé, c'est quelque chose dont certains connaissent bien ici, parce que bon, je vois Guy Moreno, entre autres, qui fait ça à l'Estiac. C'est de pouvoir porter un palliatif à la maison de retraite. Palliatif, je dirais, parce qu'on n'a pas envie nécessairement de partir aussitôt en maison de retraite. On veut rester le plus longtemps possible sur son village. Malgré tout, des fois, on ne peut plus rester seul et les conditions aussi d'argent sont des fois compliquées. Donc cet habitat partagé, pour nous, est devenu quelque chose d'important. Ça pourrait aussi renforcer le village, parce que ça serait dans un coin, on le verra certainement tout à l'heure. Ça va arriver, voilà, ça va arriver. Dans un coin du village qui permettra je dirais, de boucher une dent creuse. Très bien. Donc là, effectivement, là, c'est la fin de la continuité de la présentation du domaine départemental pour vous présenter le zonage. On va faire un petit zoom après sur effectivement
Le premier projet dont tu as parlé, Daniel, voilà l'idée effectivement du système d'information géographique. Peut-être signaler que ce que l'on voit par exemple là, c'est la capacité à identifier sur un territoire les espaces naturels sensibles, les zones de préemption espaces naturels. Vous les avez donc cartographiées avec des couleurs en fonction de la légende qui vous permet donc d'identifier où passent, où s'arrêtent surtout ces espaces naturels sensibles, ce qui peut avoir des conséquences évidemment sur les projets que vous souhaitez porter. Merci, Monsieur le Président, pour ces explications. Donc là, on arrive effectivement au projet, le premier projet dont tu parlais, Daniel, le projet d'habitat. Voilà, l'idée, c'est effectivement, déjà, on voit qu'il ne sera pas construit dans une zone naturelle sensible. Donc c'est déjà quelque chose dont on voulait te féliciter, Daniel. Merci. Et puis, voilà, l'idée, c'est effectivement que vous puissiez... L'exemple que vous avez, c'est vérifier, par exemple, si la commune de Blasimont est propriétaire. Donc il y a la possibilité, par le système d'information géographique, de voir si la commune est propriétaire pour qu'effectivement les investissements puissent se faire sans aucun problème. Alors là, vous avez un lien entre la carto et le cadastre directement, enfin la matrice cadastrale. Voilà. Ce que je te propose, Daniel, c'est pendant que l'animation se déroule, que tu nous fasses un petit peu un point sur ton deuxième projet, qui était plutôt un projet de logement social. Juste, regarde, est-ce que tu nous confirmes que ce sera bien ici ? C'est la magie du direct, vous avez Google voilà. Street View. C'est bien ça, l'habitat partagé, c'est là, je suis à la maison. Voilà, donc là c'est le lien entre le cadastre, la matrice cadastrale et la possibilité de la vue sur site. Voilà, donc deuxième projet, ça devrait être normalement la magie du direct. Non, on affiche le réseau électrique, pardon. Voilà, si effectivement il y a la possibilité de construire un logement, est-ce qu'il y a l'électricité ? Et c'est là justement, Daniel, où tu nous avais fait part d'une interrogation sur les postes et le... Oui, parce que c'est bien de voir le réseau électrique, c'est très intéressant, mais les collègues sont comme moi certainement dans l'attente, souvent au niveau de la puissance du transformateur et également de l'occupation du transformateur. C'est très important parce que des fois le réseau passe, mais le transformateur n'est pas suffisant. Donc ça, c'est très important de l'amener prochainement, comme je te le disais il y a quelques temps de ça, et je sais que tu y as travaillé toutes les nuits qui sont passées là avant cette présentation. Exactement, nous avons un grand travail sur la commune de Blasimont, je le confirme. Voilà, mais l'idée, effectivement, c'est de voir après, d'aider la collectivité dans sa réflexion pour savoir si effectivement le réseau électrique est à proximité ou ça a besoin de tendre des lignes. On verra la même chose pour la commune de Lamarque tout à l'heure sur l'eau et l'assainissement. Voilà, l'idée, c'était d'être dans cette technicité. Vous voyez, en vert, c'est les réseaux électriques. Donc, a priori, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Troisième projet que tu nous avais... On va parler du deuxième. Du deuxième. Si tu veux. C'est vrai, on l'a dit déjà. Le deuxième. Oui, donc, le logement social. Le logement social. Voilà. Donc, pourquoi du logement social à Blasimont, cher Daniel ? Alors, on en a déjà... on a 2 bailleurs sociaux qui travaillent sur la commune. Il y a quelques temps de cela, nous avons un gros bâtiment, une ancienne école familiale rurale, on le voit sur le plan, qui était en vente, donc qui appartenait à un privé. On a racheté ce bâtiment, nous avons travaillé et nous travaillons avec Gironde Habitat pour réaliser sur ce secteur-là 12 logements sociaux, des petits logements, plutôt en direction, même s'il ne faut pas trop le dire comme ça, mais plutôt en direction des jeunes, parce que sur nos territoires ruraux, la grande difficulté, c'est le logement pour les jeunes. Il y a peu de petits logements. Et la difficulté, à ce moment-là, pour les jeunes, quand ils veulent partir de chez papa et maman, tu sais, comme tu l'as fait il y a quelques années. 2 ans. 2 ans, voilà, c'est ça. Donc, la difficulté, c'est de trouver du petit logement et pas très cher. Donc, nous travaillons sur ce projet-là, qui devrait voir le jour, je pense, les signatures, tout ça, début 2019, et puis 2019-2020. Voilà, très bien, merci. En plein centre-bourg. Voilà, donc il y a la possibilité d'avoir accès à la fibre. Voilà, déjà, le SIG permet de savoir que ce futur emplacement de logement social sera bénéficiaire de la fibre. Merci, Daniel, pour ces éclaircissements. Donc, le troisième projet que nous avions vu ensemble, c'était un projet de lotissement. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce projet pendant que le SIG continue ? Juste pour illustrer par rapport à ce que tu disais, Daniel, excuse-moi. L'outil vous permet de calculer la distance entre ce que disait Daniel, le transformateur et le futur lotissement, pour avoir une idée précise de la distance qui sera nécessaire de tirer comme câble pour alimenter en électricité le terrain. Voilà, Daniel. Donc ce troisième projet de logement, plutôt de lotissement. Oui, donc sur les extérieurs de la commune, à 800 mètres du bourg, on va le voir arriver sur... Voilà.
sur le film. Nous avons donc sur une partie urbanisable en zone UC, on voit très bien donc là l'affichage du PLU. Et sur la zone UC, un endroit où nous allons mettre à la vente 5 lots, 5 silos, ce qui va permettre aujourd'hui à Blasimont de pouvoir répondre, enfin, donc qui permettait de pouvoir répondre il y a encore 15 jours ou 3 semaines, puisque déjà les lots sont préachetés. Donc on a sur cette zone-là qui se développe pas mal, qui est très proche du village, un endroit où on va faire du résidentiel. Là, vous avez un lien direct entre la carte du PLU et le document PLU. C'est-à-dire qu'à partir de la carte, vous pouvez accéder à la règle PLU de manière à voir effectivement quel type de réglementation s'applique en fonction du zonage. Voilà, écoute Daniel, merci pour ces éclaircissements. J'espère que tu seras un futur utilisateur du SIG en tant que féru d'informatique que tu es. Bien entendu, parce que voilà. moi, on est venu le tester avec moi parce que je crois que le plus mauvais au niveau informatique dans le département, soit être moi. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était facile. J'ai compris. Et l'avantage, c'est que quand on se met sur ce type d'outils, on a tout qui arrive en même temps. Alors, également, je sais le travail que vous êtes en train de mener pour mettre tous les réseaux qui ne sont pas encore réellement en fonctionnalité, mais bientôt, on pourra avoir tout ça. Au lieu d'aller prendre tous nos dossiers, d'ouvrir l'ensemble de nos dossiers pour trouver le réseau d'eau, le réseau électrique, tout ça, on aura tout sous la main. Donc, bravo. Bravo à toi et à tes équipes et bravo au président pour avoir conçu ce bel outil. Merci Daniel. Je crois qu'on peut l'applaudir. Hein. Il a été brillant. Donc, maire de Blasimont et vice-président de Gironde Ressources. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur le Président. Vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction que vous aviez réfléchi à la création du système d'information géographique par votre expérience d'élu. Qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir à la constitution ou la création de l'invention même de ce système d'information géographique dans votre parcours d'élu local? Quelles sont les problématiques auxquelles vous aviez été confronté dans votre vie de maire? Je pense que c'est très concret. Enfin, c'est un peu ce que vient d'expliquer Daniel. À partir de projets communaux, de besoins de connaissance du territoire de façon fine et géolocalisée, le manque souvent de ce type d'informations ou alors la difficulté à compiler toutes ces informations, parce qu'on peut toujours les retrouver ici ou là. La difficulté à un certain moment, c'est d'arriver à les consolider pour avoir une vision justement multicouche. On n'a pas encore beaucoup évoqué, mais ce que vous voyez à gauche, c'est toute la colonne de ce que l'on peut sélectionner dans Géo33. Et en fait, vous pouvez cumuler des couches. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous êtes à un endroit, vous voulez savoir quel est le zonage du PLU, si le réseau électrique est là, si le réseau téléphonique est présent, s'il n'y a pas d'espace naturel sensible à proximité, etc. etc. Et l'intérêt, c'est de pouvoir aller chercher indifféremment chacune des couches ou de les cumuler pour avoir une vision d'ensemble. Et ça, c'était souvent une difficulté alors pour des techniciens, mais aussi pour des élus, que d'aller rechercher l'information parcellisée ici ou là, et de finalement, au bout du compte, essayer de savoir s'il y a pertinence ou pas à utiliser tel ou tel terrain. Et là, en revanche, il est possible très rapidement d'avoir le cumul des informations, sous réserve évidemment qu'elles soient entrées dans le logiciel, et à ce moment-là, avoir une réponse rapide pour pouvoir prendre des décisions, y compris parfois des décisions en urgence. En termes d'expérience, et vous avez forcément connu ça les uns et les autres, quand vous avez un endroit, un problème de fuite d'eau par exemple, et qu'il faut creuser pour aller voir, mais qu'on ne sait pas trop où passe le téléphone et où passe l'électricité, et que du coup on se demande si on va envoyer l'employé municipal et le tractopelle pour faire le trou, il vaut mieux quand même avoir vérifié avant la réalité des réseaux. Et là, on n'est pas dans le cas d'une DICT qu'on a le temps de déposer, etc. etc. Donc l'idée, c'était... Enfin, la volonté de départ, elle vient de ces constats très factuels, très concrets, des difficultés que l'on pouvait rencontrer sur le terrain et que j'imagine un certain nombre dans le département rencontrent également. Merci, monsieur le Président. On va enchaîner sur le deuxième témoignage. Je vais appeler Madame Krier, la maire de Baya. Donc, merci Madame le maire d'être avec nous aujourd'hui. Donc là, juste avant que on va démarrer le film, qu'on vous présente un petit peu les fonctionnalités qui vont être présentées pendant l'animation sur la ville de Baya.
donc de la recherche cadastrale, de la sélection de partiels, pareil des photos Google Street View, la possibilité d'exporter des documents via Excel, voilà, de l'affichage en simultané de différents réseaux. Voilà. Madame le maire, alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la commune de Baillat? Oui, alors Baillat se situe sur le nord Libournais, canton de Guîtres. Nous dépendons de la communauté d'agglo, la Cali. Baillat, c'est 450 habitants, c'est 11 km², c'est 25 km de voirie. C'est une commune rurale, forestière, qui a la forme d'un 8. Donc toute la partie nord, c'est de la forêt auquel on tient, que l'on essaye de mettre en valeur. Donc nous sommes aujourd'hui, comme beaucoup de communes rurales, plutôt une commune dortoir. Néanmoins, notre volonté actuelle, c'est de dynamiser notre bourg. Donc on a entrepris tout un tas de projets pour redynamiser notre bourg. Voilà. Alors effectivement, quand on s'est rencontrés, vous avez d'entrée vu l'intérêt que pouvait avoir le système d'information géographique sur votre gestion au quotidien, puisque vous nous aviez confié qu'en tant que maire, vous étiez régulièrement confronté à un besoin d'élagage, de fauchage des voiries. Et d'entrée de jeu, vous nous avez dit, même avant qu'on rentre dans le détail de vos projets, que ce système d'information géographique pourrait vous permettre de mieux prévoir ça. Alors, est-ce qu'effectivement, c'est une activité régulière de votre collectivité, ce fauchage, cet élagage, parce que ça peut être aussi une problématique que beaucoup de collectivités rencontrent? Oui, alors c'est vrai que lorsque j'ai eu la présentation en avant-première de Géo 33, j'ai aussitôt réagi sur les problèmes d'élagage que nous rencontrons sur nos routes, où on est régulièrement interpellé par notamment le syndicat des ordures ménagères, le SMICVAL, parce qu'il y a des branches qui accrochent les camions. Ça fait 2 ans que nous réfléchissons et nous aimerions arriver à trouver un peu de temps pour contacter les propriétaires, pour leur signaler qu'il est nécessaire d'élaguer. Sauf que nous avons encore un cadastre papier, une matrice cadastrale qui est sur informatique, et que ça demande beaucoup de temps, et que nous n'avons pas pu arriver à se poser avec la secrétaire de mairie pour trouver le nom, l'identité de tous les propriétaires afin de leur apporter ce signalement d'élagage. Donc il est évident que quand on m'a présenté cette carte, quand on clique sur une parcelle et que tout de suite, instantanément, on a le nom du propriétaire, qu'on a les réseaux, déjà rien qu'à l'essai, on a déjà identifié plusieurs propriétaires. Pour moi, c'est un outil magique qui va nous être utile, je pense, tout au long de l'année. Je le vois, je trouve que c'est une riche idée. Et j'en vois l'utilité. Je pense que ça va devenir un outil indispensable. Eh bien, écoutez, on espère en tout cas. Mais c'est vrai que cet outil permet, on le voit là sur l'animation, de rechercher les propriétaires, ce qui fait du gain de temps et d'énergie pour les collectivités. Voilà, comme ça, vous avez après la possibilité, à chaque fois que vous avez cette possibilité de programmer ce fauchage ou cet élagage, de l'anticiper, d'avoir les bonnes informations. Quand on s'était vu, Madame Krier, nous avons parlé de 2 projets. Donc il y avait un premier projet qui était la transformation du presbytère en mairie. Là aussi, c'est une problématique auquel souvent les collectivités sont confrontées. Et puis l'achat d'un terrain pour le transformer en jardin public. On va revenir sur le premier projet. Quelle était en fait la raison du déménagement de la mairie dans le presbytère? Et qu'est-ce que va devenir l'ancienne mairie? Alors, on avait ce besoin de dynamiser notre bourg. On avait un souci de place dans notre mairie qui est relativement petite, avec un problème régulier pour archiver, puisqu'on n'a pas d'emplacement pour archiver, de pièces réservées à ça pour archiver. Donc on avait ce presbytère, une jolie bâtisse en pierre qui était hors d'eau, mais qui était quelque part une verrue qui faisait tâche dans notre centre-bourg. Donc on a décidé. Gironde Ressources, d'ailleurs, a été mis à contribution très rapidement dès sa création. Donc au passage, je remercie les services de département de bien nous avoir aidés dans ce projet. Les travaux sont en cours pour transférer notre mairie, on l'espère, fin 2019.
Et notre mairie actuelle deviendra une maison des associations que nous n'avons pas actuellement. Je suis très frustrée de manière régulière parce que nous n'avons pas de pièces dédiées à des petites réunions pour des associations. Donc notre mairie actuelle va devenir la maison des associations. Parallèlement à ça, nous avons un terrain à côté qui était à vendre. Bon, les négociations ont été compliquées. Néanmoins, on est en phase de passer à la signature de l'acte. Cette future ancienne mairie, avec le terrain à côté, va vraiment être un espace pour les associations, pour les activités, pour des fêtes, enfin un espace de vie pour le communal. Très bien, effectivement, vous l'avez dit, Madame le maire, quand Gironde Ressources a été créé, vous êtes quasiment la première collectivité que nous avons été rencontrée. Ouais. Donc c'est bien, on a pu aussi, grâce à vous, essuyer les plâtres, si j'ose dire. Ce qui est important dans l'exemple que vous nous avez montré, c'est qu'effectivement, notamment pour le presbytère, on a fait aussi le lien avec une autre direction, la direction, comment elle s'appelle déjà, la DIDS, la direction des actions d'insertion, voilà, où on a pu mettre en place effectivement toute une action de partenariat de façon à ce que on puisse vous aider à finalement réduire un petit peu le coût des travaux, voilà, et faire en sorte que ce soit finalement gérable par rapport aux finances de la collectivité. Donc là, ce que vous avez à l'image, c'est effectivement le récapitulatif de toutes les couches. Voilà, je crois qu'on a prévu qu'il y ait un affichage, je regarde mes petites notes, sur la simultanéité des réseaux électriques, du débit ADSL et de la 4G, voilà, puisque c'est important si on transforme un équipement en mairie, qu'il y ait une possibilité d'accès au débit Internet. Voilà, donc c'était aussi un élément important pour que, Madame le maire, vous ayez la confirmation que c'était finalement un endroit stratégique que vous aviez choisi. Voilà, les taches orange et vertes permettent de définir effectivement quel est le réseau de couverture. Voilà, c'est en partenariat, j'en profite, Monsieur le Président, pour saluer Gironde Numérique, puisque c'est un partenariat très étroit avec Gironde Numérique, sur lequel nous nous appuyons pour justement avoir l'accès à ces données en temps réel. Voilà, de façon à ce qu'à chaque fois que vous avez un projet de construction, vous ayez accès à cette information. Et donc le dernier projet, effectivement, qui était juste à côté de l'ancienne mairie, qui va se transformer en maison des associations, c'était effectivement le premier lieu sur lequel nous étions venus, où là, l'agence vous avait apporté une aide sur la recherche des propriétaires, la possibilité de vous aider. Donc là, je fais un petit peu de communication pour notre agence, mais on vous avait aidé sur une analyse financière. Voilà, l'idée, c'était que vous puissiez, au travers de ça, mieux... Voilà, on va voir le terrain. Est-ce que vous confirmez, Madame le maire, que c'est celui-là qui est sur la droite, c'est ça, voilà. Oui. Avec la possibilité, donc, effectivement, d'avoir la possibilité de connaître le propriétaire en cas d'acquisition du terrain. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vous nous avez effectivement convaincus sur le fait que vous allez être une future utilisatrice de Géo33. Je voudrais souligner, je suis comme Daniel, je suis pas douée avec l'informatique, mais j'avoue que ce que vous nous présentez là, ça relève d'une certaine facilité. Et merci au président d'avoir eu cette riche idée qui va encore une fois nous faciliter la tâche à tous. Merci. Très bien, merci Madame le maire. Je crois qu'on peut vous applaudir. Une question rapide pour vous, Monsieur le Président. Effectivement, on a vu la présentation de ce système d'information géographique avec plusieurs couches. Quelles sont pour vous les couches qui seraient, je dirais, incontournables à rajouter pour enrichir encore cet outil de façon à ce qu'il soit encore plus opérationnel et stratégique pour les collectivités? Alors, à la limite, c'est plus aux maires et aux techniciens à répondre, mais bon, on voit là des réseaux assez classiques, l'électricité, le téléphone. Quand on le peut, l'eau et l'assainissement. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aller chercher chez tous les opérateurs, concessionnaires, fermiers ou en régie, suivant les cas, le réseau. Tout ce qui est informatique, donc fibre optique, mais aussi téléphonie mobile. Donc là, grâce à Gironde Numérique, effectivement, nous avons pu récupérer ces données. Nous sommes en capacité de produire côté département, espace naturel sensible, zone Natura 2000, certainement le plan aussi des itinéraires de promenade et de randonnée, mais on peut imaginer d'autres types de plans également. À mon avis, ce qui va générer des demandes supplémentaires, c'est la créativité des maires et des présidents de CDC. On nous a déjà demandé la géolocalisation des poteaux d'éclairage public, par exemple.
Donc, savoir où ils sont géolocalisés pour qu'on sache, lorsqu'il y a des pannes, pouvoir indiquer exactement à l'opérateur où ça se trouve. On a parlé tout à l'heure élagage, mais on peut imaginer qu'il peut y avoir plein d'autres applications sur lesquelles vous allez être demandeur. Moi, je pense que l'intérêt, c'est que vous utilisiez l'outil et que vous nous disiez ensuite ce qui peut être complété de manière à ce que progressivement, si nous avons la capacité du moins de le faire, nous essayons de rajouter les couches qui vous seront nécessaires. Merci Monsieur le maire, merci Madame Krier pour votre témoignage. Mais je passe la parole à Nomine pour la suite de notre présentation. J'invite le président de la CDC Latitude Nord-Gironde, Monsieur Pierre Roch. Donc, nous allons voir sur cette présentation le périmètre de la CDC, avec un petit zoom sur la commune de Saint-Savin, ainsi que les affichages des différents fonds de plan, le périmètre de la zone d'aménagement dont vous allez nous parler tout à l'heure, l'identification des parcelles qui intersectent cette zone, la liste des propriétaires des différentes parcelles, ainsi que tout ce qui est affichage des zones environnementales ZICO, ZNIEF, le lien vers le site de l'État en direct, l'affichage des réseaux électriques, du débit ADSL et la superposition de ces couches, puisque c'est aussi ça l'intérêt du SIG, de pouvoir voir différentes informations centralisées sur un seul document, et également l'accès aux documents d'urbanisme. Donc, Monsieur Roch, vous voulez bien présenter votre CDC, votre territoire en quelques mots? Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, la communauté de communes Latitude Nord-Gironde comporte aujourd'hui 29 novembre 16 communes. Elle compte 25 000 habitants et une augmentation de démographie de 2%. Nous sommes situés dans le canton Nord-Gironde, au nord de la communauté de communes du Grand Cubzaguais, à l'ouest de la Cali et à l'est de la communauté de communes de Blaye, et au nord la Charente-Maritime. Nous sommes traversés par la RN10 qui nous permet d'avoir un développement important. Nous avons 4 échangeurs et nous avons 2 gares, la gare de Saint-Marien-Saint-Isan et la gare de Cavignac. Au nord, nous avons un massif forestier, notamment sur les communes de Donzac et Saint-Savin, sur lesquelles, dont on va parler tout à l'heure, je pense. Les services que développe la communauté de communes sont les services enfance-jeunesse, comme dans toutes les communautés de communes. Nous avons créé un outil avec l'aide de l'IDAC qui s'appelle le Centre intercommunal d'action culturelle, qui est un service tout à fait original. Nous avons un CIAS, bien sûr. Nous travaillons sur des zones d'activité à Saint-Marien, Cavignac, Cézac. Nous avons créé le CHE 2.0 à Marsas. C'est une structure qui permet d'héberger des entreprises, qui permet également de sensibiliser les administrés aux usages du numérique et accueillir des salariés en télétravail. Nous avons également mutualisé les services techniques d'un certain nombre de communes. Aujourd'hui, nous avons un service technique mutualisé sur 7 communes, plus la communauté de communes. Et enfin, au niveau de l'urbanisme, on a créé le service ADS avec la disparition des services de l'État. Lorsqu'on s'est rencontrés en mairie, tout à fait, enfin au siège de la CDC, vous nous avez indiqué que vous étiez déjà doté d'un SIG. Pour autant, notre outil vous intéresse. Et notamment, vous avez abordé 2 projets situés sur votre commune, donc Saint-Isan de Soudiac. Le premier est celui du parc économique de la Ruscade. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement? D'abord, effectivement, on a utilisé le SIG à plusieurs reprises, puisqu'en 2002, notre CDC s'était doté d'un SIG pour la restructuration du massif forestier dont je parlais tout à l'heure. Et avec l'aide de la SAFER qui a animé le projet, nous avons restructuré 2000 hectares de forêt. Et en 2015, avec la création du service ADS, eh bien, nous nous sommes dotés également du service de SIG pour faciliter les instructions d'urbanisme. Concernant nos projets, le premier projet, c'est la zone... alors, on a appelé ça parc économique. Il ne s'agit pas
d'une zone d'activité sur 180 hectares. Il ne s'agit pas de bétonner 180 hectares comme certains l'ont cru. Par contre, c'est un projet mixte dans lequel nous allons avoir à la fois du développement économique, du développement environnemental et du développement agricole. Notre ambition, c'est de faire cohabiter tous ces projets. Alors on a la chance d'avoir à la fois un échangeur à la Ruscade, là vous le voyez sur la carte, un échangeur à la Ruscade et la gare de Saint-Izan. Et au milieu, entre ces deux pôles, nous avons une zone Natura 2000. Ça ne nous empêche pas d'imaginer de faire un projet à la fois économique, environnemental et agricole. Voilà. Donc on voit tout l'intérêt en fait du SIG qui nous permet de voir à l'écran. Donc on a délimité la zone. On va pouvoir identifier les numéros de parcelles et donc les propriétaires, pouvoir définir le périmètre et voir en fait tous les différents zonages. Donc comme vous le disiez, la zone Natura 2000, éventuellement des zones humides, voilà, et les différents réseaux sur une zone mixte. Voilà, cet outil va vous servir pour l'aménagement. Une des grandes facilités de l'outil, c'est qu'on peut effectivement, avec le curseur, aller entourer des parcelles et avoir une surface globale des parcelles. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment fluide et facile. Alors évidemment, ce projet, c'est très d'actualité puisque ça permettra de développer des emplois au plus proche des habitants pour éviter les déplacements vers la métropole. On va aborder un second projet. Donc là, on continue à voir les différentes couches qui peuvent être affichées. Donc on voit la couverture mobile notamment, la fibre. Là, c'est les SNIEF, les ICO, donc tout ce qui est patrimoine naturel. On pourrait voir vraiment sur le côté gauche de l'écran l'ensemble des filtres en fait, que vous pouvez appliquer sur ce SIG. Donc le second projet dont vous allez nous parler porte sur la revitalisation du quartier de la gare, donc la gare de Saint-Izan de Soudiac. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, la gare de Saint-Marien, en fait, qui se trouve sur le territoire de la commune de Saint-Izan, s'est développée depuis le 19e siècle. Et autour de la gare, l'habitat s'est développé pendant le 19e et le 20e siècle en liaison avec le développement de la gare. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu une déprise au niveau de la gare et les logements ont été acquis dans de nombreuses mesures par des propriétaires qui ont racheté et loué dans des conditions qui ne sont pas toujours des conditions optimales. La réorganisation de la gare, c'est aussi réaménager ce secteur de façon à avoir on a beaucoup d'impasses privées. C'est récupérer tous ces impasses, essayer de faire des domaines qui seront davantage publics, des places, recréer des voies qui nous permettront de réaménager ce quartier dans des conditions bien meilleures. Alors quand on s'était rencontrés, puisqu'on en vient au SIG, quand on s'était rencontrés, notre préoccupation, c'était d'identifier les immeubles finalement qui pourraient être éventuellement rachetés ou acquis par nos collectivités de façon à réaménager ce quartier. Et donc ce qu'on avait travaillé, c'était la possibilité au niveau du SIG d'avoir une couche qui permettrait d'identifier les références cadastrales des immeubles et les classements, ceux qui sont classés en 6, ceux qui sont classés en 7, de façon à déterminer les îlots qui sont des îlots d'insalubrité et les îlots qui sont au contraire des îlots dans lesquels on pourra éventuellement aménager des espaces publics. Alors, ce sont des informations qui sont dans le cadastre. Il s'agit en fait des logements potentiellement indignes et on souligne bien le mot potentiellement puisqu'en fait ce sont des logements qui sont répertoriés catégorie 7, 6 sur la base d'informations déclaratives. Donc sur le fichier cadastral, vous allez peut-être avoir un relevé, on va dire, de l'ensemble de ces logements qui peuvent être indignes, insalubres. Après, voilà, ça reste une valeur déclarative, donc ça n'évite pas, on va dire, la visite sur place, la visite de terrain pour bien vérifier effectivement que le bien est insalubre ou éventuellement, si les parcelles sont en bordure de route, un visionnage par Google Street View.
Voilà. Donc, dans le cadre notamment de la mise en place d'un permis de louer dont vous nous aviez parlé, c'est vrai que de pouvoir repérer ces logements indignes, ça serait un bénéfice pour plusieurs communes. Oui. Vous nous aviez proposé aussi, monsieur Roch, une idée qui était assez intéressante, sur laquelle on voudrait avoir peut-être quelques informations, la notion de permis de louer. Vous nous aviez présenté cette notion qui peut, à mon avis, être assez intéressante pour les autres collectivités présentes. Le permis de louer, c'est d'inciter, d'ailleurs c'est la loi qui le prévoit, d'inciter les propriétaires à faire des déclarations, et quand il y a des vacances de logement, faire en sorte que la collectivité puisse accorder un permis de relouer. Quand le logement est dans un état, on va dire, normal, il n'y a pas de problème, ce sera accepté sans difficulté. Par contre, s'il y a un doute, on peut aller vérifier sur place avec des personnes qui sont compétentes de façon à vérifier si le logement est en capacité d'être reloué. Et à ce moment-là, il faudra demander aux personnes, avant de relouer, d'effectuer des travaux de façon à ce qu'ils puissent obtenir ce permis de louer. Donc le SIG nous permettra effectivement d'identifier ces logements et déterminer les zones sur lesquelles parce qu'on n'est pas obligé de le mettre sur l'ensemble de la commune, on peut l'indiquer sur des quartiers, et ça nous permettra justement de définir les quartiers sur lesquels on pourra déterminer ce permis de louer. Merci beaucoup, Monsieur Roch. Je vous invite à reprendre votre place. Merci. Je crois qu'on peut l'applaudir quand même, parce que c'est des témoignages très très riches. Merci en tout cas, voilà. En tout cas, merci au Conseil départemental et merci Monsieur le Président de m'avoir invité. Monsieur Renard, je m'adresse à vous. Nous venons de voir des projets... Vous voulez venir, oui, bien sûr, oui, comme vous voulez. Assis, debout, on s'adapte. Voilà. Ça fait... Allez vous dégourdir les jambes. Oui, merci. Donc, on vient de voir des projets très intéressants sur votre CDC, en fait, sur la CDC qui couvre votre territoire. Est-ce que pour vous, il existe des liens à faire, à imaginer éventuellement, avec la politique de gestion des risques du département ? Alors, bien évidemment, et au-delà de la CDC et l'attitude Nord-Gironde, sur la question de la politique des risques, en se plaçant au niveau des gestionnaires communaux et intercommunaux, il y a en effet, à travers le SIG, à concevoir une réponse la plus pragmatique et efficace possible. Je précise le propos. Il se trouve que je suis président de la CLEN du Blayais, dont le périmètre vient de s'élargir de 10 à 20 km. Nous avons au niveau du département un schéma départemental des risques autour de l'inondation, par exemple. Chaque commune aujourd'hui est amenée à devoir concevoir un plan communal de sauvegarde. Et par rapport à un certain nombre de domaines, le périmètre pertinent pour appréhender le risque, ce n'est pas forcément communal, ça peut être infracommunal, mais le plus souvent, c'est à l'échelle de plusieurs communes, de plusieurs manières, parce que lorsqu'on parle, par exemple, du périmètre des 20 km, on est sur un territoire relativement vaste, et la réponse à travers le plan communal de sauvegarde ne correspond qu'à une partie, c'est l'analyse du risque pour la population elle-même. Et par rapport à la réponse sur la prévention, sur la mise en retrait, eh bien, la réponse peut se situer ailleurs, sur une autre commune. Un exemple concret, s'il faut reloger 300 personnes, ce n'est pas forcément dans la commune qui a la salle permettant de reloger ces 300 personnes. D'autre part, si elle est dans un périmètre réduit et qu'en matière d'inondation, on est toujours sur un périmètre inondable, il faut aller chercher un lieu qui soit en dehors de ce périmètre inondable. Le deuxième volet, c'est que nous n'avons pas forcément, à l'échelle de chacune de nos communes, la capacité à actualiser l'ensemble de ces données. Je prends là aussi un exemple précis, la question des transports. Il y a une entreprise de transport public qui existe, des compagnies de cars, sur une commune donnée. C'est important que le jour qu'on actualise, le jour où cette entreprise soit diminue son parc, soit l'augmente, soit se déplace, pour que le jour où il y a un incident, en cliquant sur le bouton qui va bien, eh on sache que l'entreprise a tel numéro de téléphone, se situe à tel endroit et à telle capacité. Donc, l'outil qui est mis à notre disposition là, c'est un outil qui doit être un outil de facilitation par rapport à une réponse que doit apporter chaque maire dans sa commune, mais où la réponse n'est pas forcément sur sa commune même. Et donc, à travers cet outil qui doit être alimenté avant tout, parce que j'ai bien entendu ce qui a été dit précédemment, avant tout par ce qui existe déjà.
Nous disposons en principe, dans nos relations avec nos gestionnaires de réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité, nous disposons beaucoup d'éléments. La question, c'est qu'ils soient mis à la disposition d'un outil qui n'est pas un outil sectoriel de l'eau ou de l'assainissement ou de l'électricité ou des réseaux, mais qu'il soit un outil qui soit mis à disposition d'un outil plus global. Donc ça veut dire que là, je vends le chapeau sur la question de l'eau et de l'assainissement. Lorsque une commune, maintenant une intercommunalité, et à un gestionnaire de réseau, ben, il doit avoir des documents qui soient mis à la disposition sous une forme compatible pour alimenter et avec un système qui fasse que l'actualisation se fasse aussi en temps réel. Parce que lorsqu'il faut faire, y compris au niveau du département, que l'on puisse actualiser ce type d'outils autour du risque, plan communaux et intercommunaux des risques, parce que le jour où il y a un pépin, où bien on a une route départementale importante qui est en travaux, c'est important de savoir qu'on ne pourra pas faire passer les véhicules par tel endroit. Ou que par rapport à tel équipement de grande capacité, bien aujourd'hui, cet équipement-là, il n'est pas pertinent par rapport à tel type de risque, par rapport à un autre risque, et bien au-delà du périmètre en question. Mais 20 km, par exemple, pour la Claine du Blayais, enfin les 20 km, pardon, parce que c'est le périmètre de l'État, ce n'est pas le périmètre de la Claine du département. Mais la réponse en matière sanitaire, par exemple, elle se situe dans des hôpitaux qui sont à l'extérieur de la zone. Voilà. Donc, me semble-t-il, de manière très pragmatique, je crois que c'est à la fois trouver le bon périmètre par rapport à l'enjeu et puis aussi avoir l'outil de gestion qui fasse qu'il soit opérationnel. Et je me permettrai d'insister sur le fait que au niveau du département, proprement dit, nous disposons d'énormément de données et cet outil-là, c'est un outil qui nous permet de le remettre à disposition, grâce à la volonté du président, d'un dispositif de ce type-là, à travers les services, différents services du département, en matière d'infrastructure, en matière de bâtiments, en matière d'eau, d'assainissement. Donc tout cela nous permet d'alimenter les choses, sachant aussi que nous avons cette compétence en liaison avec le SDIS, qui élabore un schéma départemental des risques et qui nous permet d'avoir tout un volet qui va pouvoir alimenter ces fameux documents que sont les plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde. Merci beaucoup, Monsieur Renard. Merci. Donc, je vais appeler Madame Doro, la maire de Guillos, pour le quatrième témoignage, pendant qu'on va lancer le film. Pareil, toujours cette même présentation. Vous avez les modalités d'accès pour vous montrer que ça se veut très très simple. Voilà. Donc sur les fonctionnalités que nous allons présenter pendant le témoignage de Madame Doro, c'est l'identification, une option par exemple des parcelles viticoles qui sont classées. C'est aussi une option possible du SIG. Un zoom sur le bourg par rapport au projet d'extension de la salle des fêtes dont nous échangerons tout à l'heure, l'affichage de la fibre, l'affichage du réseau électrique, voilà, la visualisation via Google Street View du lieu, effectivement, pour être sûr de sa bonne identification, son classement, le projet, et puis on verra après la recherche de parcelles communales, et on terminera par la possibilité des affichages des DIA de la SAFER. Madame Doro, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la commune de Guillos pendant que l'animation démarre? Bien, bonjour à toutes et tous. La commune de Guillos est une commune du Sud-Gironde, en Haute-Lande girondine. C'est une commune de 441 habitants qui a vu sa population augmenter de pratiquement 10% depuis ces 5 dernières années. Donc, commune attractive pour la population qui veut avoir un cadre de vie en campagne et idéal. C'est une commune qui fait partie du canton des Landes de Grave et de la communauté de communes Convergence Garonne. Nous sommes à 45 km de Bordeaux, entourés de à peu près égale distance de 4 communes, dont la commune d'Aurigne, où nous sommes limitrophes et nous ne sommes pas dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne, mais nous le touchons par la commune d'Aurigne. Ensuite, nous partons via le bassin par Louchatz, via effectivement les Pyrénées par Aurigne. Et cette commune est un grand carrefour, avec, on va le voir tout à l'heure, 5 départementales, où il y a effectivement beaucoup de passages et de trafic. Voilà. Nous sommes une commune essentiellement forestière, avec quasiment 2000 hectares de forêt.
encore 10 hectares de vignes qui sont classés en appellation grave. Voilà. Merci. Alors, lorsque nous nous sommes rencontrés pour préparer cette réunion, vous nous avez fait part d'un projet d'extension, rénovation de la salle des fêtes. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications? Pourquoi vous avez tenu à parler de ce projet? Quelles sont l'ambition de la collectivité sur la suite à donner de ce projet? Alors, ce sont des projets effectivement qui restent importants pour la commune. Nous avons commencé à redynamiser cette commune d'abord par son centre-bourg, et on le verra tout à l'heure. Beaucoup de personnes viennent s'y installer et le monde associatif se développe. Et nous avons effectivement, de façon à développer ce milieu associatif, besoin d'agrandir et de rénover cette salle des fêtes qui n'est plus tout à fait, et pas du tout même aux normes par rapport à ce qui est handicap. Pour l'accès, il y a l'accès, mais ensuite tout ce qui est sanitaire, ce n'est pas aux normes. Les cuisines sont un peu petites, donc il y aurait besoin, entre autres, de la rénover et de l'agrandir. Voilà, donc on voit effectivement que ça appartient à la commune de Guillos. Oui. On va faire le lien normalement avec Google Street View. Voilà, vous voyez, vous allez nous confirmer, Madame le maire, si c'est bien cette salle des fêtes. Mais il y a déjà les travaux qui ont commencé, c'est ça? La salle des fêtes... Et c'est en direct quasiment, voilà, c'est l'avantage du SIG. Il y a 2 ans, nous avons je déjà ne savais pas ça, le refait, président, mais c'est en direct. Nous avons déjà refait avec la toiture de cette salle des fêtes, et qui avait besoin effectivement, parce que c'était un petit peu une passoire à courant d'air et à eau, de refaire la toiture. Voilà, donc c'était effectivement ce bâtiment que nous souhaiterions agrandir sur la gauche. D'accord, voilà. Donc effectivement, la possibilité de voir si ce futur équipement sera rattaché avec la fibre via notre partenariat avec Gironde Numérique. Donc on voit que la fibre arrive. Voilà. Bon, l'idée, c'est effectivement, vous voyez, au travers de cet exemple, de vous montrer que finalement, même une extension doit intégrer une réflexion autour des différents réseaux d'accessibilité possible pour rendre l'équipement en adéquation avec le besoin pour lequel il a été créé. Le deuxième projet, pendant que le film continue de dérouler, sur lequel nous nous étions entretenus, Madame Doro, c'était le rachat pour la maison en plein centre-ville, le rachat d'une maison qui avait un positionnement stratégique important. J'en profite à cette occasion pour vous rappeler qu'on a un partenariat aussi très fort avec l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, voilà, qui est en capacité de vous apporter pareil, du portage foncier, mais aussi une ingénierie pour vous aider dans vos projets de développement. Donc, c'est pareil, c'est un partenaire dont le président a parlé tout à l'heure, avec lequel il ne faut pas hésiter à prendre des contacts, parce qu'ils seront vraiment en première ligne pour vous aider sur ce portage. Alors, le projet de cette ville, expliquez-nous, Madame le maire, pendant qu'on le voit en direct. Alors, vous avez effectivement, en plein centre-bourg, cette maison qui a été vendue à un particulier qui devait la rénover pour effectivement l'habiter. C'est en l'état depuis 5-6 ans, ça ne bouge pas, elle se détériore. Pour moi, ça fait encore partie d'une verrue dans le bourg, ce bourg qui était jusque-là un petit peu inhabité et inexistant. Et dans le projet d'aménagement de tout ce centre-bourg, ça nous permettrait peut-être d'envisager, avec l'acquisition de ce bien, d'envisager... Alors, il y a des tas de pistes encore à évoquer. Pourquoi pas une maison des services publics? Pourquoi pas, en agrandissant l'aménagement du carrefour, des places de parking, effectivement, pour le commerce qui s'est implanté depuis le début de l'année. Il y a des tas de pistes à creuser, mais ça serait pour nous la possibilité, effectivement, d'avoir un bâtiment supplémentaire sur ce centre-bourg afin de le dynamiser un peu plus. Merci. Alors, c'est le dernier projet. Effectivement, vous nous avez parlé de positionnement quasi unique en Gironde, du croisement de 5 routes départementales en plein centre-bourg. Voilà, donc l'idée, c'était aussi d'illustrer au travers du SIG pour savoir si une mairie avait anticipé l'éventuel achat de biens à proximité de ces multiples croisements pour effectivement prendre le temps nécessaire quand les travaux devront être lancés, de disposer de toutes les pièces nécessaires. Quelle est la problématique en fait de ce croisement de la place de l'Étoile, comme on se disait entre nous, de Guillos?
Alors, c'est une place de l'Étoile où il manque son arc de triomphe, hein, mais ça risque de venir. Hein. Il y a une église juste à côté, quand même. Il y a un côté l'église un à peu côté, symbolique. effectivement. Pour l'instant, nous n'avons pas de règlement d'aide pour les arcs de triomphe, mais ça viendra Ça peut-être. risquerait arriver, non, c'est bon. Voilà. Et vous pouvez en parler à Christine Boss, Monsieur le Président, elle est à côté. Donc nous avons effectivement sur la partie l'église. De l'autre côté de l'église, le terrain, donc vous voyez la parcelle 24-65 appartient également à la commune. Il y a possibilité effectivement de prendre du terrain pour aménager ce grand carrefour. La commune était propriétaire de l'ancien bar-restaurant qu'elle a revendu de façon à pouvoir améliorer et ouvrir un commerce de proximité. C'était un bâtiment qui appartient toujours à la commune, mais nous avions besoin de liquidités de façon à pouvoir faire des travaux pour aménager et rénover et installer un boulanger. C'est chose faite. Et de l'autre côté, donc, il y aurait cette acquisition de maisons, ce qui fait que sur le carrefour entier, les bâtiments appartiendraient à la commune et serait effectivement possibilité d'avoir de l'acquisition foncière pour pouvoir aménager ce carrefour, d'une part pour le sécuriser, parce qu'il y a beaucoup de trafic. Il risque d'y en avoir un peu plus d'ici quelques années. À court terme, peut-être un an et demi, il risque d'y en avoir un peu plus. Donc c'était pour sécuriser effectivement ce grand carrefour, l'aménager de façon à ce qu'il soit le plus sécure possible, aussi bien pour nos administrés que pour tous les gens qui le croisent tous les jours. Très bien, merci Madame Doro. Effectivement, ça permet de créer aussi le lien avec le centre routier départemental, avec lequel nous travaillons étroitement pour aider la collectivité dans ce projet. Pendant que vous présentiez ce projet, Madame le maire, nous avons eu une opportunité de montrer les fonctionnalités en lien avec les DIA de la SAFER. J'en profite pour saluer le directeur qui est avec nous ici. C'est un partenaire vraiment privilégié avec lequel nous entretenons des contacts et un partenariat très très riche. Voilà, donc je voulais les saluer. Je vous remercie, Madame Doro. Je crois qu'on peut l'applaudir pour ces éclaircissements. Merci, Monsieur le Président. Et je vais demander maintenant à Monsieur Lafont de bien vouloir nous rejoindre, si ça ne vous dérange pas, Monsieur Lafont, pour vous poser une petite question. Donc déjà, pour vous remercier de votre présence et votre participation. Comme je le disais tout à l'heure quand j'ai fait la présentation des invités, vous êtes aussi président du GIP Algérie avec la plateforme Pigma, un partenaire incontournable de la mise en place de ce SIG pour l'accès aux données. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement Pigma, puis un peu comment vous voyez le partenariat actuel à créer, à développer, et puis toutes les éventuelles actions que nous pourrons continuer à avoir avec vous. Tout d'abord, bonjour. Alors, je vais être obligé de faire un peu d'histoire parce que Pigma n'est qu'un élément du GIP Attégérie. Qu'est-ce que le GIP Attégérie? C'est un groupement d'intérêt public d'aménagement des territoires et de gestion des risques qui est né d'une collaboration entre le SDIS, les SDIS de la région Aquitaine et les forestiers. C'est parti en 1992 et je dis de suite, notre président, votre président du conseil départemental, était un adepte de ce système et s'il a poussé à avoir aujourd'hui Géo33, c'est parce qu'il avait vu ce que nous avions fait et je peux vous dire que depuis un certain nombre d'années, il voulait avoir ce système, le Géo33, hein, mais parce qu'il voyait ce que nous avions fait. Alors, je suis obligé de vous faire un peu d'histoire. Les grands feux des années 90, les pompiers et les forestiers s'aperçoivent qu'ils n'ont pas du tout les mêmes données, puisque chacun a donné le nom d'une piste. Donc il y a 3 noms ou 4 noms pour la même piste. Et ensuite, les pompiers qui viennent en renfort n'ont absolument pas de carte, puisqu'ils viennent avec des cartes d'hygiène, qui sont des cartes grossières. Donc on décide en 1992 d'aller voir ce qui est fait au Québec, et on s'aperçoit qu'ils ont des systèmes d'information géographique où ils géolocalisent même les impacts de foudre. Donc on se met au travail, je vous passe le détail, et nous créons un système d'information géographique, les forestiers et les pompiers, ensemble, et nous avons réussi à mettre en place ces cartes sur 1 200 000 hectares, je ne vous dis pas le travail, et en 2005, nous décidons de créer un groupement d'intérêt public, ce qui n'a pas été facile, pour le rendre, si ce n'est indépendant, pour qu'on puisse plus dire il appartient aux forestiers ou il appartient à ceci. Il devient présidé effectivement par un forestier, mais l'État est présent
vous avez également la région, vous avez les SDIS, les unions départementales DFCI, l'hygiène, puisque nous avons l'hygiène à l'intérieur, et vous verrez, c'est très important. Et nous avons, depuis l'an dernier, le conseil départemental 33, ce qui est une exception, parce qu'il n'y a pas d'autres départements dans ce GIP Algérie, mais c'est une volonté à la fois des membres et, j'avoue, de votre président, et j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de faire en sorte que nous puissions y arriver. Alors, tout ceci mis en place, il y a 3 organisations. L'opérationnel, je vous donne un exemple, les pompiers avec qui nous travaillons utilisent donc ce groupement d'intérêt public parce qu'ils veulent avoir l'adresse exacte pour savoir exactement où l'appel vient, d'où il vient exactement, et ils ont besoin d'être excessivement précis. C'est pareil pour la poste, sur Veille répartie, mais pour la fibre, c'est la même chose. On a besoin d'avoir exactement le lieu exact, puisque le but, il est aujourd'hui de pouvoir avoir la même chose que vous avez dans les voitures, d'avoir, que ce soit dans les véhicules de sapeurs-pompiers ou dans d'autres applications, appuyez sur un bouton et on va vous indiquer exactement où vous allez. Ça, c'est l'une des fonctions. L'autre, c'est Pigma, et la dernière, c'est le NAFU, c'est savoir la gestion du territoire, puisque nous le faisons à hauteur de la Nouvelle-Aquitaine, pour savoir qu'est-ce qui est mangé sur les territoires forestiers agricoles par l'urbanisation ou par le photovoltaïque ou par d'autres problèmes. Donc on sait gérer tout cela et nous avons bien sûr la DREAL, les DTM. DREAL, c'est l'environnement qui est présent. D'où l'intérêt d'avoir toutes ces couches à l'intérieur. Et Pigma est une base. Alors ça signifie, Pigma, c'est la plateforme d'information géographique mutualisée en Aquitaine, mais on pourrait dire en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons plus de 500 couches. Alors ça va d'Enedis avec le gaz. Donc je vous dis pas ce que nous pouvons avoir, et c'est au titre de la région Aquitaine. Et c'est très intéressant d'avoir aujourd'hui le département de la Gironde. Et tout ceci pour vous dire que nous avons intérêt à travailler ensemble. Et quand on me dit, donc la description de Pigma, ça demanderait une présentation par les services qui vous montraient tous les intérêts. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est qu'une base de données, sa force, c'est comment on l'enrichit. Et vous avez vu ce que l'on peut arriver à faire. Et le plus difficile, c'est de rentrer la donnée. Mais une fois qu'elle y est, elle y est. Vous la rentrez une fois, et après, vous voulez la faire vivre. Une fois, nous, qu'on a rentré les 42 000 km de pistes forestières dans le massif des Landes de Gascogne, une fois qu'avec les pompiers, on les a rentrées, elles y sont. Et nous, on a eu 2 événements qui ont été forts. Les 2 tempêtes. Il faut savoir que dans la première tempête, on a perdu 35 000 hectares de forêt dans le Nord-Médoc où on n'a pas pu reboiser. On ne sait pas comment ils ont fait. Dans celui-ci, on a perdu 204 000 hectares aujourd'hui ont été reboisés. Et les 204 000 hectares sont référencés. Ce qui a donné une force considérable au ministère des Finances, qui a investi quand même 524 millions d'euros avec les forestiers, mais également l'Europe, pour reboiser ce massif. Ça touche plus les Landes, mais parce qu'aujourd'hui, on est capable de dire exactement à quelle parcelle on peut et où est allé l'argent. Et aujourd'hui, nous avons fait un inventaire exhaustif avec effectivement les satellites, les photos. Aujourd'hui, on est capable de dire, ce qui pose d'ailleurs problème, c'est un avantage pour nous, mais qui va être un avantage pour les industries du bois, vous avez pu entendre, c'est ainsi qu'on risque de manquer de bois. C'est surtout qu'on avait peur de ça. Il y a 26 millions de millions d'hectares, de 25 millions de mètres cubes, qui sont aujourd'hui existants, mais dont il faut aller les chercher. Mais on sait exactement où ils sont. Mais ils ne correspondent plus au bois qu'on a besoin aujourd'hui. Tout ceci pour vous dire qu'on est exactement à l'arbre près, vous entendez bien. Aujourd'hui, nous avons référencé dans un système d'information géographique, à l'arbre près, le massif forestier d'Aquitaine. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça nous intéresse d'abord pour la surveillance phytosanitaire. On sait où tombe la foudre à 200 mètres près. Quand je dis 200 mètres, c'est 30 mètres. C'est-à-dire que nous recevons, nous, en mairie, où les forestiers et bien sûr les pompiers savent exactement où aller vérifier où est-ce que ça tombe. Ce sont des exemples que je vous donne pour vous dire l'utilité. Tout ce qui vous a été dit ce matin sur les réseaux, c'est très important parce qu'aujourd'hui, savoir où passent ces réseaux, ça a été dit par le président, vous ne pouvez plus envoyer le tractopelle n'importe où. Et ça arrive encore que vous trouviez une canalisation qui n'est pas bien référencée parce que les services eux-mêmes, je parle des entreprises, ils ne savent pas forcément exactement où c'est parce que ça m'a été référencé à une époque. Ce sont des outils qui sont formidables et surtout, il faut échanger
et mutualisé avec les bases qui existent. Et l'intelligence de Géo, et je dirais du conseil départemental de la Gironde, c'est ce qui vous a été dit au début, c'est s'appuyer sur les bases qui existent déjà. Pourquoi aller refaire ce qui a été fait par les autres? Mais le GIP, il ne va surtout pas venir prendre le travail de Géo 33, mais pas du tout. Moi, je travaille avec un 6G sur le bassin d'Arcachon, qui a été fait par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Vous savez que nous, on a un tuyau qui fait tout le tour du bassin d'Arcachon, et on prend toutes les eaux usées jusqu'à la moindre maison tout autour. Donc tous ces systèmes-là sont référencés par maison, et nous savons exactement où c'est. Et donc il est dans la base. Mais nous n'avons pas pris le travail du CIBA. C'est venu conforter ce qui existe au GIP, qui va conforter ce qui va être dans la Géo. C'est l'échange, la mutualisation des données. C'est ça la force d'un SIG. Et vous, je pense que nous sommes bien partis parce qu'on travaillera ensemble pour que ça soit, je dirais, encore plus fort demain. Mais le département de la Gironde a fait un très bon choix et est en train de faire une très belle réalisation avec Géo 33. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci Monsieur Lafont. Effectivement, on a, comme je le disais tout à l'heure, un partenariat riche, et par rapport aux 500 couches, effectivement, on va être amené à se revoir pour développer encore notre système d'information géographique. On va passer au dernier témoignage, donc je passe la parole à Noumine. Alors, ce qui tombe bien, puisqu'en fait, le dernier témoignage fait écho aux propos de M. Lafont sur la nécessité d'utiliser des bases de données déjà existantes, mais surtout de ne pas garder des fichiers isolés. Donc, j'invite M. Dominique Saint-Martin à nous rejoindre. Toujours la même présentation. On rentre avec le nom du maire, un mot de passe. Donc, brièvement, vous verrez la photo aérienne, la carte de la commune, les différents fonds de plan, la carte communale, tout ce qui est eau usée, regard des eaux usées, réseau d'eau potable, toutes les zones liées à la carte communale et l'export de la carte, enfin toutes les fonctionnalités pour déterminer un projet de zone d'activité. Donc, Monsieur Saint-Martin, la commune de La Marque, en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la commune de La Marque est une petite commune située dans le Médoc. Donc, pour vous situer, le point géographique est en face de Blaye, de l'autre côté de l'estuaire. Donc, cette commune est accrochée d'un côté l'estuaire, côté est, et côté ouest, à la départementale 2, qu'on appelle la route des châteaux, et donc qui draine tout le passage entre Saint-Estèphe et Blanquefort, et qui porte toutes les appellations. Je ne fais que citer Margaux, Saint-Julien-Béchevel, Pauillac. Voilà, comme ça vous êtes un peu repérés sur la situation géographique. Donc cette commune, vous avez compris, est une commune essentiellement viticole, une petite commune de 1300 habitants. Voilà, donc dans le Médoc, et qui... Alors, c'est une commune qui a une petite particularité de plus, on va dire, au-delà des appellations prestigieuses viticoles. C'est la commune de Gironde, utilisatrice de Géo33, qui est aujourd'hui la plus avancée, puisque vous avez déjà intégré les données qui sont propres à votre commune, comme la carte communale et le réseau d'eau potable et d'assainissement, au sein du système SIG Géo33. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre expérience? Quand on vous a rencontré, vous avez parlé de CD, de cartes, d'empilement, voilà. Oui, alors, avant de passer au SIG, je voulais quand même que vous oubliez surtout pas, parce qu'il y a quand même une interrogation, c'est qu'à La Marque, il y a un bac. Alors, l'avantage, c'est qu'en sortant, vous le verrez, il est en maquette à la sortie, il assure le lien avec Blaye. Donc, ça, c'est la typologie de ma commune. Je ne pouvais pas passer sans le dire. Alors, effectivement, l'expérience que j'ai eue, c'est une expérience un peu atypique. Non pas en tant que maire, mais en qualité de président d'un syndicat de l'eau et d'assainissement qui regroupait 3 communes, Cussac, La Marque, Arsène. Et donc, comme pas mal de communes, on s'est lancé dans la partie assainissement. Et donc, en cours de réalisation, j'ai été interpellé à la fois par le département, mais par divers bureaux d'études en disant « Vous seriez bien ridicule de ne pas prévoir une cartographie de vos réseaux. » Bon. Donc acte, on a inclus ça dans un appel d'offres et on a réalisé en fin de parcours une première cartographie des réseaux d'eau et d'assainissement. Donc du coup, en fin de parcours, et en qualité de président du syndicat, j'ai interpellé le bureau d'études qui avait fait ça en disant « Mais en fait, vous me remettez quoi? Moi, je vous ai payé pour faire un travail, faire une carte.
Et en fait, il m'a remis un CD. Eh bien, j'y sais bien. Et j'en fais quoi? Eh bien, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait mon travail. Je vous ai établi une carte et je vous remets un CD. Voilà donc ma première expérience. Ravi d'avoir un CD, mais enfin en difficulté majeure pour l'utiliser. Et comme le soulignait votre DGS, Madame Retailleau, qui est présente, lorsqu'on l'a rencontrée il y a quelques mois avec mon collègue Laurent Grenier, elle nous a dit bah, moi j'ai un CD, il traîne depuis 3-4 ans dans mon tiroir, qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que je n'ai pas de logiciel pour l'exploiter. Mon poste en mairie est peut-être pas assez puissant pour faire les bons affichages, et puis au-delà de ça, il faut peut-être un peu une aide pour l'interprétation des données, voilà. Et donc on a pu intégrer les données de votre commune au SIG. Ce qui permet d'ailleurs de faire la transition sur le projet qu'on voulait aborder, c'était celui de zone d'activité qui est porté par la CDC Médoc-Estuaire sur votre commune, la zone du Cartillon. Donc, lorsqu'on jette un coup d'œil au SIG, ça confirme en fait que toutes les conditions sont optimales en fait pour le développement de ce projet. On y voit le réseau. Donc, Alors l'avantage, c'est qu'on a, par la suite, après l'intervention des réseaux, on a donc réalisé une carte communale. Dans le cadre de cette carte communale, même chose, on a eu une vision cartographique, mais tout à fait différente de notre carte communale. Alors effectivement, ça nous permet d'avoir une vision, j'allais dire aujourd'hui, très parcellaire, hein, puisque on a une carte communale, on a bien les éléments, mais tout ça n'était pas, jusqu'à maintenant, superposé. Voilà, et donc là, vous avez les réseaux d'eau et d'assainissement qui sont en train de figurer. Et ça, toutes les communes n'ont pour l'instant pas la possibilité de faire figurer sur Géo33, mais vous voyez qu'on peut voir à la fois les réseaux, les points déterminants de distribution. On voit donc en pointillé vert donc, tout ce qui est réseau électrique, tout ce qui est assainissement en bleu, avec notamment tout ce qui est écoulement des eaux pluviales, ce type de choses, eau potable. Ça permet effectivement de confirmer, vous voyez, que par rapport à la situation de la zone d'activité, pour l'instant, pour le développement, on est au vert au niveau des voyants. Et là, vous voyez qu'on superpose toutes les différentes couches de réseau pour justement savoir si le positionnement choisi par la commune est stratégique par rapport à toutes ces problématiques. Alors, on a parlé de l'éclairage public quand on s'est vu, parce qu'effectivement, c'était une demande potentielle d'évolution du SIG pour vous. Vous nous avez également parlé des panneaux de signalisation. Alors, c'est vrai que quand on appelle à l'imagination des maires, ça va très vite, hein, parce que, surtout par les temps qui courent d'ailleurs. Donc, si vous voulez, la question qui a été posée en disant mais quelles applications nouvelles on pourrait trouver dans cette cartographie? Et donc, moi, j'en avais une qui était une idée, puisque dans la commune de la Marque, on a effectivement un réseau, comme tout le monde, hein, d'éclairage public. Et la difficulté qu'on a, c'est que les administrés nous appellent ou appellent la mairie en disant la lampe devant chez moi, elle est grillée. Donc à un moment donné, on a choisi de numéroter en fait sur chacun des poteaux portant un éclairage public et donc de le remettre en cartographie, mais on a fait ça à la main. C'est pas très pratique. Donc effectivement est intervenue la question d'une couche supplémentaire en disant il suffit de numériser cette cartographie et vous imaginez très vite la facilité que ça a, parce qu'au-delà de l'administré qui a l'éclairage public grillé devant sa porte, c'est aussi les services techniques qui passent et qui, tout de suite, sans erreur, permettent de localiser et de donner à l'intervenant qui entretient à la fois une position extrêmement fidèle pour intervenir très rapidement. Et donc, si vous deviez résumer tout l'intérêt de ce SIG, pour vous, ça serait quoi? Alors, l'expérience que j'en ai, c'est que comme j'ai essayé de vous l'expliquer jusqu'à présent, j'ai passé en tant que maire ou président d'un syndicat des commandes. Et la situation que j'avais jusqu'à maintenant, c'était de me dire, c'est bien, j'ai des cartes, mais je n'arrive pas à les faire fonctionner. Je me disais, il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui ait l'idée de superposer ces cartes. Et donc, je crois que l'idée, c'est président du conseil général et peut-être les vice-présidents qui l'entourent, qui se sont dit à un moment donné,
peut-être que ça serait bien d'appeler les communes et leur dire, voilà, vous avez tous des données, vous avez fait un travail, mais c'est impossible de s'en servir. Et donc aujourd'hui, je trouve que ce que nous offre Gironde Ressources est un outil majeur pour l'avenir, parce que ça nous permet à la fois de récupérer le travail qui a été fait, et en même temps, surtout, ce sur quoi je voulais insister, c'est que les données que j'avais dans ma commune étaient difficilement compatibles les unes avec les autres. Parce que bon, je ne rentre pas dans un détail, d'abord je ne sais pas le faire, ce n'est pas mon métier, mais vous avez des logiciels qui sont différents, qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Et donc l'idée, c'était d'arriver à trouver, à un moment donné, un organisme qui ait la capacité de récupérer l'ancien et de mettre des couches superposées. Donc moi, simplement, je voulais vous dire merci, parce que pour nous, j'allais dire pour d'autres aussi, c'est vraiment l'outil qui nous manquait, et c'est vraiment ce qu'on attendait et qui va nous permettre dans l'avenir d'avoir, j'allais dire très rapidement, un progrès, moi que je qualifie de gigantesque en termes d'économie, en termes de gain de temps et surtout en termes de pragmatisme. Voilà, en tout cas, c'est une très très riche idée que je salue et qui mérite un grand développement. En tout cas, merci à toutes et à tous et de m'avoir invité, d'avoir pu me permettre de présenter mon expérience. Merci, Monsieur Saint-Martin. Madame la vice-présidente, nous venons de voir une version quasi finalisée avec l'exemple de la marque, donc avec ses réseaux, de Géo33. Donc, le département soutient activement les territoires au travers notamment des pactes territoriaux. Pensez-vous que cet outil peut permettre aux collectivités de mieux appréhender leurs futurs projets en lien notamment avec les politiques départementales? Non, en fait, je crois que c'est un outil qui correspond à aucune demande. Bon, pardon, j'avais promis de ne pas faire l'imbécile, mais bon, voilà. Non, enfin, bien sûr, évidemment. Personne ne tweete dans la salle, s'il vous plaît. La réponse est évidemment dans la question et surtout dans les témoignages que l'on vient d'entendre. Le maire de la Marque vient de faire finalement ce qui est la plus belle conclusion qu'on pourrait imaginer finalement pour cette réunion, c'est de dire voilà, on l'a imaginé, vous l'avez fait quoi. Le besoin était là, le besoin est encore là parce qu'il y a encore des choses à développer. Et j'ai bien aimé les derniers mots sur le pragmatisme. Finalement, j'ajouterais aussi le bon sens, puisque un certain nombre de données sont à notre disposition. On sait qu'il y a de plus en plus de données qui sont produites, mais c'est comment on les rend utiles et pertinentes et comment on peut les utiliser. Donc, sur la connexion entre les politiques départementales et l'utilisation de cet outil, moi j'ai envie de dire c'est surtout d'abord un outil à l'usage des maires pour leur permettre de développer leurs projets, d'imaginer leurs projets, et c'est surtout des outils d'aide à la décision et d'accélération aussi de leurs projets. Donc oui, Monsieur le Président, je crois qu'on peut être très fiers, vous pouvez être très fiers de votre idée de génie. Merci beaucoup. Je crois que j'étais chargée de dire l'avenir aussi. Voilà, vous restez avec nous, chère Christine. Avec plaisir. Voilà. Pas très longtemps parce que je suis attendue et je crois que le président aussi, peut-être d'autres aussi. En plus, c'est la partie des démarches administratives que tout le monde attend avec une impatience certaine. Voilà, les conditions d'accès, bien sûr, il faut être adhérent à Gironde Ressources. Le président l'a rappelé pour 50 €. On va vous envoyer des codes. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs faire une petite promotion. Là, on a notre Black Friday, on pourrait le faire. Le Black Tuesday, peut-être. Donc, vous allez recevoir un petit courrier avec vos mots de passe, et en même temps, une charte, qui est à peu près cette forme-là, d'une douzaine de pages, qui permettra effectivement de bien lister les personnels qui seront utilisateurs de ce SIG, parce que on vous avait flouté les noms, mais il y a un accès à des données nominatives, et l'important, c'est que, en termes de sécurité informatique, qu'on soit vraiment en phase pour que toutes ces utilisations soient faites à bon escient. Donc je passe rapidement sur cette diapositive. Effectivement, Madame la Vice-Présidente, l'idée c'était que vous nous présentiez un petit peu la suite des partenariats à développer et de voir comment on peut continuer à amplifier
le multicouche de ce système d'information géographique. Finalement, je crois que tout a été dit durant le déroulement de cette journée. Il y a des choses qui sont déjà implantées. C'est comme ça qu'on dit? Non, non, c'est pas comme ça. Intégré, voilà. Intégré dans l'outil, et puis il y en a d'autres encore à développer, notamment les réseaux gaz, assainissement, les documents d'urbanisme. On a vu que les choses étaient quand même déjà bien avancées. Il y a aussi peut-être tout un travail à faire avec toutes les données patrimoniales, classement, l'inventaire des monuments historiques, etc., etc. Et puis certainement qu'on inventera d'autres choses. Je crois que c'est M. Saint-Martin qui l'a dit, il faut faire confiance à la capacité des maires et des élus qui ont, quand on a le nez dans le guidon, on se pose toujours des bonnes questions et on se dit mais pourquoi ça n'existe pas? Donc on fera appel à Gironde Ressources qui le rendra possible. Évidemment, je pense qu'au cours de cette matinée, ça a généré des envies pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, même j'ai envie de dire, parce que j'ai ma première adjointe en charge d'urbanisme qui est là-haut sur la commune des Innes et qui me dit tu me donneras tes codes. Donc Evelyne, je te donnerai mes codes. Tu pourras t'amuser à explorer la commune, mais surtout, d'abord, donc les codes, vous allez les recevoir très bientôt. Ça part la semaine prochaine. Voilà. Donc c'est de votre cadeau de Noël. Et après, vous allez intégrer sur vos agendas différentes dates que l'on ne nous a pas indiquées sur le... Si on sait que c'est en février 2019, voilà. La première quinzaine de février. C'est assez vague donc comme précision. Mais attendez avec impatience. En tout cas, vous savez où on pourra vous inviter. Pour que vous vous exerciez et que vous exploriez l'outil et que vous puissiez l'utiliser du mieux possible, utiliser ses capacités pour répondre à vos besoins. Parfait, merci Madame la Vice-Présidente. Effectivement, on n'a pas mis les dates parce qu'il faut qu'on contacte chaque collectivité pour bien nous caler. Mais voilà, ça se passera sur la première quinzaine de février. On a déjà retenu les lieux puisque les collectivités nous ont déjà... Surtout la mairie des Innes nous a déjà confirmé qu'elle était ravie de nous accueillir. Voilà, donc merci Christine. Sans attendre, j'appelle... Ah oui, j'ai oublié quelque chose, merci Dominique. Oui, c'était pour, juste avant que le président vienne faire une conclusion, vraiment remercier l'ensemble de tous les partenaires. Remercier d'abord l'équipe de Gironde Ressources, parce que je crois que c'est un travail considérable. Remercier bien sûr la direction des systèmes d'information. Remercier aussi nos partenaires avec lesquels cette aventure ne pourrait pas exister. Donc Gironde Numérique, bien sûr le département, la DSIN, Pigma et puis le GIT Algérie. Enfin voilà, un ensemble de partenaires sur lesquels on s'appuie. On remercie aussi nos collègues de la com interne. Vous avez peut-être vu les voir qui vont vous faire des petites interviews micro-trottoirs pour que justement on garde une trace de cette demi-journée. Et puis sans attendre, j'appelle donc Monsieur le Président pour faire une conclusion. Et en fond, puisque je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est que l'utilisation de ce système d'information géographique et de la boîte à outils est également disponible en version mobile. Ça, c'était une demande forte de vous, Monsieur le Président. Voilà, lorsque on a commencé à avancer sur cette réflexion, j'ai rapidement dit au directeur et aux équipes, ce qui est important, c'est que nous ayons quelque chose qui soit facile d'utilisation en termes ergonomiques, mais qui soit aussi nomade. Parce que nous avons l'occasion de nous déplacer sur des lieux ici ou là, et que ces informations cartographiques, lorsqu'on est sur le lieu d'un chantier, d'une fuite d'eau, ou lorsque tout simplement on est en discussion avec d'autres collègues dans une réunion, etc., et qu'on a besoin de consulter, si tant est que le réseau soit suffisant à cet endroit-là, eh bien à ce moment-là, il faut avoir la possibilité d'accès via une tablette ou via un téléphone mobile. Donc l'idée, c'est que vous puissiez... Alors moi, je l'ai déjà testé, j'ai eu cette chance-là de pouvoir voir ce que ça donnait. En fait, c'est effectivement pratique parce qu'on peut assez rapidement zoomer et se retrouver vraiment sur le lieu que l'on recherche. Donc vous avez la démonstration qui est affichée là. Et cette idée, c'est avec la commune de Blasimont, Monsieur le Président. Au hasard. Voilà. La commune de Blasimont, expérimentatrice.
Et donc voilà, l'idée c'est vraiment que vous puissiez après sur vos téléphones, mais éventuellement aussi sur le téléphone de techniciens que vous souhaitez voir dotés de cette application, voilà, que vous puissiez très vite regarder. Bon, évidemment, il y a le temps toujours de la connexion, mais malgré tout, vous allez avoir le rendu que vous venez de voir avec la cartographie, les choix dans la légende des différentes cartes que vous pouvez faire apparaître, enfin les couches. Donc voilà, par exemple, du réseau électrique qui est visible sur votre téléphone mobile directement en déplacement. Donc c'était ça aussi une commande forte de ma part, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout passe beaucoup par la mobilité et le nomadisme, et donc c'est absolument nécessaire. Une chose, par contre, ne figure pas pour l'instant sur ces cartographies, c'est la localisation des blocages gilets jaunes. On n'a pas encore réussi à les avoir assez tôt pour pouvoir les faire figurer, mais on va peut-être y travailler, on va voir ça. Je terminerai juste donc par un propos un peu plus large, simplement pour vous dire que ces applications-là, ce SIG, c'est l'envie toujours du département de faire en sorte d'être le plus possible à l'écoute et au service de nos partenaires premiers, que sont les communes et les communautés de communes. Donc c'est vraiment cette envie-là au départ dans l'idée du SIG. Et je voudrais une nouvelle fois, et c'est encore un discours un peu fort que je voudrais avoir là-dessus, vous alerter quand même sur nos incertitudes, je ne le qualifierai pas d'inquiétude, mais nos incertitudes sur ce qui pourrait se produire dans les semaines ou dans les mois qui viennent. J'étais hier soir reçu avec le président des Alpes-Maritimes et celui de la Haute-Garonne. Nous étions reçus par Jacqueline Gouraud et Sébastien Lecornu, deux ministres, dont Jacqueline Gouraud chargée de la cohésion des territoires, sur la question métropolisation. Nous avons été reçus 1 heure, nous avons eu l'occasion de nous exprimer, d'échanger avec eux. Je ne sais pas véritablement ce que je peux en retirer à l'issue. En tout cas, pour l'instant, rien n'est clair. Il y a, semble-t-il, une envie d'avancer sur ce sujet métropolisation, mais visiblement en prenant beaucoup de gants et en mesurant quand même ce que cela peut représenter. Les voix qui s'élèvent aujourd'hui sur le terrain me semblent être tout à fait corrélées avec nos préoccupations, qui sont celles de l'équilibre territorial et de l'équité territoriale. Donc je pense que plus que jamais, il faut que nous soyons clairement mobilisés sur ce sujet. Nous allons voir, je pense qu'on devrait y voir plus clair, peut-être, en tout cas je l'espère, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, moi je reste très attaché à ce que nous puissions continuer à travailler collectivement sur ce département sans isoler la métropole par rapport à ses périphéries et sans surtout fracturer les territoires entre eux, alors que, et c'est ce que nous avons essayé de démontrer hier soir, nous avons plus intérêt à travailler en complémentarité, ce que nous faisons aujourd'hui avec la métropole. Donc je rappelle qu'elle est une chance pour ce département, ce que j'ai redit hier soir à la ministre, mais elle est une chance qu'à la condition qu'elle soit intégrée dans son territoire départemental et non désolidarisée, découpée, fracturée du territoire départemental. Donc c'est bien ces coopérations que nous avons déjà tissées, et Christine est bien placée à la fois en qualité de première vice-présidente et d'élue métropolitaine pour savoir à quel point, quand nous travaillons ces complémentarités, elles ont du sens. Nous avons présenté un certain nombre d'exemples hier à la ministre, mais en tout cas, ce sujet-là reste aujourd'hui encore d'actualité, n'est pas tranché ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut donc que nous restions extrêmement vigilants. Vous avez les cahiers « Défendons nos territoires » qui sont à la sortie. Si vous n'avez pas signé, je vous invite à les signer. Et il n'est pas improbable que je vous sollicite en qualité de maire ou de président de communauté de communes, peut-être pour prendre une délibération unique, homogène sur l'ensemble du département, pour pouvoir réappuyer dans ce sens-là. Mes collègues vont faire, je pense, de la même manière. Nous avions ici, et vous étiez un certain nombre présents, mobilisé 650 personnes le 13 octobre en une semaine. Mon collègue de Haute-Garonne a pris, lui, un petit peu plus d'1 mois pour le faire. Il avait 1600 personnes dans son conseil départemental la semaine dernière. Donc, il y a une vraie inquiétude des maires, mais inquiétude aussi de nos citoyens ruraux qui se sentent isolés, abandonnés aujourd'hui et qui l'expriment. Et il faut que nous soyons plus que jamais présents en solidarité au travers des territoires. Donc, au-delà de ce remarquable travail, je félicite encore les équipes de la DSIN de Gironde de Ressources, au-delà de l'engagement que nous prenons, et sur cette idée qui n'est pas une idée de génie, c'est simplement une idée de bon sens, Christine a eu le mot tout à l'heure, et de simplicité pour essayer de répondre au mieux à vos besoins. Nous restons pleinement mobilisés à vos côtés. 5 millions d'euros ont été ajoutés aux aides communes
cette année pour encore aller plus loin sur l'accompagnement, en plus de ce qui avait été voté évidemment au budget initialement. Nous sommes donc à 31 millions d'euros et non plus 26 millions d'euros d'aide aux communes. Nous allons essayer de continuer à être présents à vos côtés, y compris avec le FDAEC et avec les pactes territoriaux. Mais donc c'est la force collective que nous représentons ensemble qui nous permet de continuer dans ce sens-là. Merci d'être venus aujourd'hui. Profitez bien de cet outil. Faites-nous remonter vos attentes parce qu'il faudra qu'il évolue au fil du temps, parce que nous allons y rajouter le complément de ce qui nous manque, parce que nous y mettrons sans doute de nouvelles applications. Mais en tout cas, sachez qu'avec Gironde Ressources, avec Christine, avec les collègues, nous restons évidemment à votre écoute et à votre disposition pour vous aider au mieux. Merci beaucoup. Et bien sûr, un petit verre de l'amitié géolocalisé dans le hall juste au-dessus.